que cette question, elle sert à rien. Fondamentalement, peu importe la réponse, ça ne change absolument rien. Et il me semble primordial de commencer la vidéo en disant ça. L'étude en question, c'est celle-ci. Une équipe internationale de chercheurs a analysé l'ADN de 151 momies égyptiennes issues du site d'Abou Sir el-Melek. Les individus étudiés étaient génétiquement très proches des habitants du Proche-Orient. En gros, ça veut dire qu'ils partagent des ancêtres communs avec les Sémites. Les Égyptiens, depuis le début, composent avec l'étranger. Ne serait-ce que parce qu'il y a toute une partie de la population égyptienne qui est d'origine étrangère. Je veux parler de ceux qui habitent à l'ouest, on va dire les Libyens pour faire court, qui en réalité sont plus que des voisins, ce sont des gens qui se sont intégrés dans la population égyptienne. Voilà. Bon. Il y a toute la zone du Fayoum par exemple qui est entre l'Égypte et la Libye, dans le Sahara. Bon. Il y avait des communications telles, il n'y a aucune barrière géographique qui fait qu'il y avait des communications, et donc les Égyptiens sont en contact constant avec les populations de l'Ouest, qui sont semi-nomades. Bon. Le second problème, c'est que l'appartenance ethnique, c'est une notion qui n'existe pas chez les Grecs. Le ticket d'entrée donne droit à la visite de 3 tombes. Nous allons visiter maintenant celle de Ramsès III. Au registre inférieur, on voit 16 personnages par groupe de 4. Ils représentent les différentes races de l'humanité connues par les Égyptiens. La terre noire n'a rien à voir avec la couleur de peau des anciens Égyptiens. Ces derniers ne se représentaient pas eux-mêmes avec une peau noire. Un autre trésor se trouve ici à Berlin. Un visage d'une finesse inouïe, d'une réalité à couper le souffle. Celui de la belle-mère de Néfertiti, la reine Ti. On est tout de suite surpris par la couleur de ce visage plus foncé que celui de sa belle-fille. Ti n'est pourtant pas originaire du sud de l'Égypte, ni même noir. C'est le bois qui, avec le temps, s'est considérablement patiné, nous laissant cette impression. Nous sommes ici devant cette statue, un chef-d'œuvre du Louvre, qui est le couple Séninéfer et sa femme, et qui sont représentés avec des colorations de peau très singulières. Cette coloration rouge pour les hommes, jaune pour les femmes, apparaît pendant des millénaires, puisqu'elle est représentée sur toutes les statues, les stèles, tous les reliefs de l'Égypte pharaonique. Le rouge, pourquoi? Parce que l'homme est dehors, bronzé, alors que la femme, elle, est peinte en jaune, une couleur très claire, qui marque en fait qu'elle reste souvent à la maison, à l'ombre, qui du coup n'est pas touchée par le soleil. Il ne s'agit pas de marqueur naturel, mais en fait, c'est un marqueur artistique. Mais c'est pas tout. On a aussi des études ostéologiques. L'homme de Vitruve célèbre de Da Vinci représente un homme signifiant, entre autres choses, que les proportions idéales sont représentées par une relation 1 à 1 entre l'envergure des bras et la taille. Cependant, en termes d'anthropométrie humaine, les Africains sont en général connus pour avoir des tibias et des bras comparativement plus longs, et des torses plus courts, ce qui fait que l'envergure des bras des Africains dépasse en moyenne de 6 à 15% les proportions vitruviennes. Les Européens, eux, se situent généralement de 3 à 1% en dessous. Les proportions des membres de la lignée pharaonique se situent bien dans les normes anthropométriques des Africains modernes dits nègres, mais bien au-dessus de la plage typique des Eurasiens modernes. Une autre étude a révélé qu'en moyenne, les anciens Égyptiens possédaient des proportions de membres super-négroïdes, comme le montrent les portraits vus tout au long de l'histoire kémétique. Donc, en bref, bien que les anciens Égyptiens auraient été bien en dehors de l'idéal de perfection de Da Vinci, ils étaient parfaitement en place sur le continent. Et dermatologiques. Une étude récente a été menée par le docteur Anna Maria Makota, publiée en 2005. L'étude visait à tester la qualité des méthodes de réhydratation pour les tissus momifiés. Dans l'étude, des échantillons ont été prélevés sur un groupe de 273 momies datant du Nouvel Empire. Des échantillons ont été prélevés sur chaque organe de chacune des momies. Lors de l'analyse des échantillons de peau, les biologistes ont noté que les sections de peau montraient une préservation particulièrement bonne des tissus. Bien qu'une grande partie de l'épiderme se soit déjà séparée du derme, l'épiderme restant, souvent Washington, était bien préservé. Les cellules épithéliales basales étaient remplies de mélanine comme prévu pour des spécimens d'origine négroïde. En essence, l'épiderme était cohérent avec les groupes africains noirs ou négroïdes en fonction de la densité de la mélanine. Cette conclusion objective donne un clin d'œil silencieux aux efforts inlassables de Diop et de ses protégés, qui ont toujours su que, si l'occasion de tester se présentait, les anciens Égyptiens seraient prouvés être du même stock ethnique que leurs frères africains. Pourquoi certains personnages portent un petit cône blanc ou coloré et décoré? Depuis le Nouvel Empire, on les retrouve sur de nombreuses fresques des tombes de l'élite égyptienne, par exemple dans les scènes de banquet. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce truc? Eh ben, figurez-vous que même si on en voit partout, ça reste un vrai mystère. Les égyptologues ont d'abord supposé qu'il s'agissait d'un baume parfumé, une sorte d'onguent solide fait de graisse, de cire ou autre. Déposé sur les cheveux, il fondrait au fur et à mesure, délivrant sa bonne odeur et protégeant les cheveux et la peau du soleil. Sauf que les Égyptiens portent souvent une perruque, ce qui réduit considérablement l'intérêt du baume, et on ne parvient pas à comprendre comment cette motte était fixée sur le crâne. Seconde hypothèse apparaît alors. Peut-être que si on ne retrouve pas de traces physiques de ces cônes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais existé. Les coiffures dans l'Égypte ancienne étaient un des moyens par lesquels les Égyptiens se distinguaient en tant que civilisation africaine.
Parmi les nombreuses coiffures portées par les hommes de Kemet, la plus populaire de loin était la torsade courte. Les égyptologues, pour des raisons évidentes, ont souvent spéculé que cette coiffure était une perruque imitant les cheveux couchites, mais cela n'a jamais été étayé par aucune preuve. En réalité, il est bien connu qu'il s'agit d'une coiffure populaire qui a imprégné l'Afrique continentale. Les œuvres d'art en bronze du Bénin illustrent la banalité de la torsade courte portée en rangées concentriques similaires sur diverses représentations. Une variation de ce style peut être trouvée parmi les hommes afars d'Éthiopie, où les torsades sont également considérablement allongées. Ce style est également reflété dans l'art kémétique, mais de loin l'exemple le plus notable de ce style a été capturé contemporanément par des artistes romains dans des bustes en bronze exquis représentant l'apparence distinctement africaine des anciens Égyptiens. Que dit la science sur les cheveux des Égyptiens? La trichologie est l'étude des cheveux à l'aide d'un trichomètre. Il mesure la section transversale d'un cheveu et peut révéler la race d'une personne. Le résultat est un indice qui varie selon l'ethnicité. Dans les années 1970, l'anthropologue tchèque Eugen Straul a étudié les cheveux des anciens Égyptiens. Les échantillons présentaient une texture variée, allant de ondulés à bouclés. Il a observé que les Égyptiens prédynastiques avaient des cheveux variant de 35 à 65. Une autre étude a révélé que les échantillons de cheveux des 18e à 25e dynasties avaient une valeur moyenne de 51. Le docteur Pruner Bay a analysé d'autres échantillons de cheveux en 1877 et l'indice moyen était de 64,4. La moyenne des cheveux humains modernes se situe entre 60, les plus crépus, et 110, les plus raides. Voici les moyennes des sections transversales des cheveux par race. Les anciens Égyptiens sont évalués entre ceci et cela. Comme vous pouvez le voir, tous les anthropologues européens sont arrivés à la même conclusion. Les Égyptiens avaient des cheveux afro. Les théories linguistiques mises en avant par les afrocentristes, elles tiennent pas vraiment face à une étude rigoureuse et méthodique de la langue égyptienne. Le père Trille, c'est un des premiers à dire « Ah mais l'Égypte ancienne, c'est elle qui a influencé toute l'Afrique, les langues africaines découlent de l'égyptien ancien ». On a une linguiste qui était professeure à l'école pratique des hautes études, qui s'appelle Lilia Sandberger. Oui, 1928, elle défend donc déjà l'unité des langues africaines dont l'égyptien constituerait un État ancien. C'est ça. L'égyptien ancien, pour elle, c'était l'ancêtre de toutes les langues africaines. Elle était professeure de linguistique à l'école des hautes études. On peut peut-être déchiffrer et connaître les hiéroglyphes, mais comment est-ce qu'on prononce les sons? Comment est-ce qu'on connaît le son, en fait? Quelle est comment dire, dans l'histoire, à quelle référence vous pouvez aller pour avoir le son? Alors, c'est une langue d'origine sémite, et on a quand même, grâce au copte, qui est une forme ultime de l'égyptien, et puis grâce à des travaux qu'on a pu faire, on sait qu'on connaît les consonnes, hein, on sait comment elles se prononcent, P, T, enfin tout, Q, etc. Ouais. Mais c'est le problème, comme dans toutes les langues sémitiques, comme l'arabe ou l'hébreu, on n'a pas les voyelles. Ce qui ressemblait à ce qu'on voit, non, finalement. Ils étaient totalement, ils n'avaient pas les cheveux longs ou des foulards moins beaux, moins vigoureux. On a la momie, donc on peut comparer son corps, son visage, à ce masque, par exemple, ce masque d'or. C'est un dieu vivant sur la terre, donc il est idéalisé. Hein. Partout, il est idéalisé. Pharaon est idéalisé. Et là, on pense qu'on a fait des reconstitutions faciales. Ça, c'est la médecine légale. Il était beaucoup moins beau, mais il mesurait à peu près 1m67, ce qui n'est pas mal pour l'époque. Il était un peu fragile de constitution. On sait qu'il avait la malaria. C'est extraordinaire, la science aujourd'hui. Et qu'il est mort certainement d'une fracture au fémur qui s'est infectée. Il y a des lésions qui sont décrites, par exemple, au niveau du pied, qui portent un diagnostic médical. On parle d'ostéonécrose, etc. Mais les produits d'embaumement qui ont été déversés sur la momie de Toutankhamon étaient trop chauds, manifestement, notamment le bitume, et étaient également en trop grande quantité. Et au niveau des extrémités, on sait que ça peut abîmer les os, la peau, créer des lésions de nécrose post-mortem, et donc ça peut en imposer pour un faux diagnostic. Donc malheureusement, ils ont fait un examen radiographique simplement, ils n'ont pas examiné au microscope, ils n'ont pas fait de microscopie sur ces restes, et c'est fort dommage parce que le diagnostic, il est très superfétatoire. C'est-à-dire, par exemple, quand le directeur des antiquités égyptiennes dit que Toutankhamon avait une maladie génétique osseuse... C'est faux tout simplement. Les pieds sont abîmés, mais on ne sait pas quelle est la cause exacte de ces lésions au niveau du pied. De la même façon, quand il dit que Toutankhamon et une partie de sa famille avaient la malaria, avaient le paludisme, c'est tout à fait vrai, mais il présente ça comme une cause vraisemblable de décès. Et là, nous ne sommes pas d'accord, parce que énormément de gens en Égypte ancienne étaient porteurs du paludisme, et ils avaient d'ailleurs ce paludisme, ils l'attrapaient dès la plus jeune enfance. Et quand on attrape le paludisme jeune, eh bien, d'une part, ce n'est pas une maladie rare, et d'autre part, eh bien, on acquiert une relative tolérance, on va dire, vis-à-vis du parasite. Et ce parasite devient de moins en moins mortel. De temps en temps, on fait des crises de palu, mais on n'en meurt pas à proprement parler. Donc dire que Toutankhamon avait le palu et que c'est la cause vraisemblable de son décès, ça c'est un petit peu exagéré. Même chose quand il dit, par exemple, qu'on a trouvé une canne, pas mal de cannes d'ailleurs dans la tombe, et que c'était vraisemblablement en raison de sa boiterie, c'est faux, parce que la canne est un instrument de prestige, et on en trouve énormément dans plein de tombes, à la fois de pharaons, mais également de nobles. Même chose lorsque Zayawas dit qu'on a retrouvé des graines et des aliments qui étaient particulièrement utiles pour traiter la maladie qui avait une vocation antalgique, c'est faux, parce que ces aliments-là, on les retrouve également dans d'autres tombes
d'individus qui n'avaient pas les lésions osseuses décrites par Zayawas sur Toutankhamon. Et c'est extrêmement fréquent de donner ce genre d'aliment aux morts, c'est pour le nourrir dans l'autre monde, ce qu'on appelle le champ d'Yalou. Et il était noir? Non, il était, assez foncé de peau, il était plutôt bronzé, on va dire. Il n'était pas noir, c'est pas un pharaon noir. Il y avait beaucoup d'influences en Égypte, il y avait l'influence évidemment de l'Afrique au sud, et puis du Proche-Orient. C'est un mélange de peuples et de sang. Quand Zaïrawas dit que Toutankhamon est le fils d'Akhenaton, et pour nos auditeurs comme ça, alors comment on pourrait se représenter Akhenaton? Eh bien comme un homme normal, tout simplement, mais un homme à peau noire. Hein. N'oublions pas que les Égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité, ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdu au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, je déteste cette expression négroïde parce qu'elle a des connotations raciales lamentables. Malgré tout, c'est une réalité biologique. Il faut vraiment s'imaginer les individus égyptiens antiques comme ayant une peau noire, beaucoup plus que maintenant. En se concentrant sur l'identification controversée de la momie trouvée dans la tombe KV55 comme un candidat sérieux pour le pharaon Akhenaton de la 18e dynastie égyptienne antique, cette étude présentera un nouvel argument en faveur de la possibilité que le cadavre trouvé dans la tombe KV55 possède une remarquable confluence avec Akhenaton, tel qu'il est attesté par l'art et l'anthropologie. Cette confluence est soutenue lorsqu'une comparaison est faite avec les données anthropométriques du cadavre. Le processus a inclus une agrégation des portraits d'Akhenaton, jugés les plus réalistes anatomiquement, en analysant les traits, les couleurs et les données anthropologiques disponibles pour créer une représentation composite orientée pour correspondre aux photographies de ses œuvres d'art les plus réalistes. L'analyse comparative a révélé une confluence significative entre le visage reconstruit et l'œuvre d'art agrégée à travers plusieurs traits faciaux. On nous accuse de réécrire l'histoire au profit de l'Occident et au détriment de l'histoire de l'Afrique. C'est comme quoi je modifiais volontairement les noms des Égyptiens et que je ne parlais pas de leur couleur de peau parce que je voulais pas dire qu'ils étaient noirs, etc. Même si on sait aujourd'hui que c'est complètement faux, mais c'est un autre débat. Et au final, ils vont se braquer encore plus dès qu'on essaye de démonter leur pseudo-hypothèse parce que ça crée un trouble et une dissonance qui leur est insupportable. Et donc, quand on a cette dissonance, rien de plus facile que d'accuser la personne qui l'a créée, en l'occurrence l'histoire officielle qui voudrait cacher on ne sait quoi et qui s'évertue à garder secret des connaissances même si on ne sait ni qui, ni pourquoi, ni comment. La plus grande illustration de la falsification de l'histoire africaine relève du changement des noms des pharaons que les égyptologues occidentaux ont opéré sur les noms des pharaons de l'ancienne Kémet appelée Égypte aujourd'hui. Ces noms ont été créés de toutes pièces que même parmi la population égyptienne actuelle on ne peut les y trouver. On ne les retrouve pas non plus dans les populations soudanaises alors qu'elles ont les mêmes séquences génétiques que les anciens égyptiens. Ces noms n'existent nulle part. En plus, il n'existe aucun dialecte soudanais qui héberge ces noms, encore moins chez les Coptes, en Asie, au Moyen-Orient, encore moins en Europe. Et pourtant, les égyptologues européens ont toujours soutenu que l'Égypte est une civilisation blanche. Même en bricolant l'histoire, vous ne pourrez rattacher les noms des pharaons ni à l'Asie ni à l'Europe, encore moins au monde arabe. Une grotesque supercherie orchestrée par les africanistes. Car nous savons tous que nos propres noms viennent de quelque part. Pourquoi ce n'est pas le cas des noms des pharaons ? Car si Alexandre le Grand a régné en Égypte dans l'Antiquité et qu'on retrouve en Europe des Alexandres, on devrait aussi retrouver les autres noms des pharaons qui ont existé avant et après lui. Voici donc sans plus tarder, la lecture correcte des noms de quelques pharaons en application de la méthode du chercheur burkinabé Thomas Sidoyan. Dans la dynastie 11, le nom du pharaon écrit en hiéroglyphe que les Européens ont falsifié en le nommant Mentuhotep III n'est nullement son vrai nom. Le hiéroglyphe en forme de soleil avec un point au milieu se translittère Ra mais ne se prononce pas en premier car c'est un indicateur de rang. Le hiéroglyphe en forme de tissu plié se translittère S, le hiéroglyphe en forme de croix se translittère Ankh. Et enfin, le hiéroglyphe en forme de bras levé se translittère Ka. Nous obtenons donc la translittération suivante S, ANK, Ka, Ra. La prononciation moderne est Sankara. Sankara est un nom que l'on retrouve principalement au Burkina Faso et au Mali. Les variantes de ce nom sont Sanka et Kara au Sénégal, Sankaré, Sangaré, Sankoré au Mali, au Burkina, Guinée, etc. Dans la dynastie 12, les historiens européens traduisent la graphie de l'hiéroglyphe 4 par Amenma II. Mais la traduction exacte c'est Naba Maoro. Maoro est un nom que l'on retrouve principalement au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Le plus grand empereur de l'Afrique de l'Ouest s'appelait Soumaoro Kanté avant l'avènement de Soundiata Keita. Sou est utilisé par les anciens Égyptiens pour nommer la Haute-Égypte. Il renvoie à l'idée de maison, de demeure. Sou en mandingue veut dire maison. C'est ce préfixe que les anciens Égyptiens utiliseront en Afrique de l'Ouest pour indiquer leur origine. Ainsi, Sou indique l'origine du propriétaire du nom Maoro. Cela nous donne les variantes suivantes, Soumana, Zoumana, Ansoumana, Ansou, Soulama, Souleymane, Soumaba, Sogolon. Au Sénégal, nous avons Mayoro et Yoro. Dans la dynastie 13, le nom du pharaon que les Européens appellent Sobtotep y est en réalité l'Ouattara. Ouattara est un nom que l'on retrouve principalement en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali. Au Sénégal, il existe une variante de ce nom à savoir Ouat.
En Égypte, une variante de ce nom existe en l'occurrence Vadetara. Dans la dynastie 18, le nom écrit en hiéroglyphe de la pharaone que les Européens appellent Hatshepsut est en réalité Lukamara. Lisons son nom en hiéroglyphe. La graphie de son nom se trouve dans l'hiéroglyphe 5. Le hiéroglyphe en forme de soleil avec un point au milieu se translittère Era mais ne se prononce pas en premier car c'est un indicateur de rang social. Le hiéroglyphe en forme de bras levé vers le ciel se translittère Ka. Le hiéroglyphe de la Maat se translittère Ma. Le T ne se prononce pas. Son but est de nous indiquer un principe féminin. Et, enfin nous lisons le hiéroglyphe en forme de soleil qui se translittérera. Nous obtenons donc la translittération suivante, K-A-M-A-R-A et sa prononciation moderne est Kamara. Il existe des variantes en Afrique telles que Kama et Mara au Sénégal, Kamra au Malawi. Dans la dynastie 19, voici le nom écrit en hiéroglyphe du pharaon que les Européens appellent Ramsès II. Dans cette graphie, les hiéroglyphes encadrés en bleu se lisent Amin qui veut dire le créateur. En déchiffrant les hiéroglyphes encadrés en rouge. Les hiéroglyphes avec les 3 queues de renard se translittèrent Emma. Le hiéroglyphe en forme de tissu plié se translittère S. Le hiéroglyphe en forme de jonc se translittère Sou. Et enfin, en lisant le hiéroglyphe en forme de soleil combiné au chiffre 1 qui se translittérera. Nous obtenons donc la translittération suivante Emma SSOURA. Sa prononciation moderne est Massoura qui a pour variante Massara, Massaré, Massiré, Massouré, Siré, Sira, Siradjou, Mansouré, Mansour, Mansaré, Mansoré, Mansor. Pour finir, nous ajouterons à cette short list le nom du premier pharaon nommé Narmer dont le nom africain est Kayamaga qui veut dire grand chasseur. En rétablissant les vrais noms des pharaons, l'humanité se réconciliait avec son histoire, et l'Afrique avec la sienne. Mais aujourd'hui, ça tient plus la route. Enfin, plus personne ne peut dire que les langues africaines sont apparentées, d'abord toutes apparentées les unes avec les autres, et puis apparentées avec les Égyptiens. Il y a eu des milliers de travaux de linguistique. Dire que l'Afrique est le point d'origine de l'homme moderne, le point d'origine de l'humanité plus ancien, celui des hominidés et des homininés, ou le point d'origine de je sais pas, de la civilisation, ou le point d'origine de tel ou tel système d'écriture ou de tel système économique. Bon. Il n'y a pas besoin de glorifier ça avec un discours, avec un discours qui est égyptophile ou afrocentriste, voilà, qui est fondé tout simplement sur l'indisponibilité des savoirs. L'origine africaine des pharaons de l'Égypte ancienne a déjà été prouvée par des analyses génétiques. En février 2010, une équipe de recherche dirigée par le Dr Hawass a réalisé une analyse d'ADN autosomique de plusieurs momies du Nouvel Empire. Les momies comprenaient Toutankhamon, Tudja, Amenhotep III, Yuya, d'autres momies d'Amarna et certaines momies de la dynastie ramesside dans la lignée pharaonique. En 2014, des chercheurs indépendants ont utilisé les algorithmes de correspondance des bases de données STR existantes pour effectuer une analyse sur les résultats d'ADN autosomique publiés par le Dr Hawass en février 2010. Les résultats étaient définitifs et concluants. Toutes les momies pharaoniques se regroupaient incontestablement près des Africains subsahariens modernes à un taux de 70% à 94% d'affinité génétique. En moyenne, les momies pharaoniques avaient 10 à 20 fois plus de chances d'être apparentées aux Africains continentaux modernes qu'aux populations modernes du Proche-Orient ou eurasiennes. Kemet était une réalisation africaine et non le résultat d'une incursion étrangère. Bon, il est donc pour l'instant possible ni de prouver que les Égyptiens étaient noirs, comme l'affirme Diop, ni de dire qu'ils ne l'étaient pas. Toujours bon de rétablir quelques vérités au milieu de cet océan de théories pas très scientifiques.